Bonjour et bienvenue dans le numéro 11 de Jaf ta mère, l'émission de radio de l'association Équité Parentale, depuis les studios de Périgueux avec Stéphane sur RLP 102.3. Aujourd'hui, un spécial couple homoparentaux. Nous voulions voir si jamais il y avait une convergence possible envers les familles homoparentales et les défenses traditionnelles telles que nous les portons nous-mêmes. Nous avons donc interrogé Nicolas Fagé, qui est le porte-parole de l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. Est-ce que vous confirmez, vous en tant que porte-parole, que à terme, nous pouvons avoir une énorme union sans plus faire aucune distinction sur le type de famille? Bien sûr. Puis Denis Milsando, de l'association Contact. Pour moi, quand on parle de famille, on parle de toutes les familles. Il n'y a pas de discrimination à faire. Et nous avons enfin eu un entretien assez avancé avec Héloïne Thévenet-Fouillou, la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. La mère qui a porté l'enfant a plus en charge le soin aux enfants. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les faits. Mais dans l'imaginaire collectif... Je bois vos paroles. Ces divers entretiens ont été extrêmement instructifs et nous laissent vraiment à penser qu'à l'avenir, il y aura convergence et union entre les porte-paroles des différents types de familles qui demanderont l'égalité. Et un jour, peut-être pourrons-nous, même éventuellement, porter ensemble des projets de loi afin de résoudre les problématiques de séparation. Vous êtes sur RLP 102.3. Au niveau des rencontres avec les élus, l'association Égalité Parentale de Thierry Berger a rencontré le 3 mars Caroline Janvier, députée du Loiret à Orléans, commission des affaires sociales. Elle est extrêmement sollicitée en circonscription par des parents seuls sur ce sujet. Elle était persuadée que la résidence alternée était néfaste. Elle dit l'enfant change de domicile chaque semaine, c'est pas possible. Bon. Donc elle va lire le document que nous avons co-signé et co-rédigé ensemble et elle en reparlera. Le 31 mars, nous avons rencontré Sophie Oconi, députée d'Indre-et-Loire et attachée parlementaire de Nicole Sanquer, à l'origine de la proposition de loi PPL de janvier, qui avait à l'époque été désapprouvée par Madame Belloubet du ministère de la Justice. Sophie Oconi souhaite aider notre cause et nous attendons beaucoup son intervention. Donc 3 rendez-vous des députés ont été annulés en mars avec le Covid. Par contre, le député Viry nous a fait une réponse écrite assez positive. Vous êtes sur RLP 102.3. Des nouvelles d'Arnaud qui n'a toujours pas revu son petit Loïc depuis février et qui est confronté à la problématique de tous ceux qui ont leurs enfants de manière temporaire ou autre à l'ASE, où visiblement les infos qui nous reviennent sont celles-là. C'est un huis clos explosif qui se joue en ce moment à l'aide sociale à l'enfance. Des mineurs enfermés 24 heures sur 24 ensemble, sans école, sans visite à leur famille, sans activité, et une situation qui se tend de jour en jour, raconte cet éducateur. C'est des enfants qui sont déjà fragiles, ils peuvent avoir des tendances à être instables, à être violents, sans aucune activité, sans rien qui drive les journées, et avec moins d'éducateurs que d'habitude, c'est sûr que c'est complètement explosif. On parle beaucoup des soignants dans les hôpitaux qui sont pressurisés, mais il y a des éducs qui sont vraiment au moins autant sous pression que des infirmiers en hôpitaux. Selon le cabinet du secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, entre 20 et 40% du personnel qui travaille avec les enfants de l'ASE est absent en ce moment. Certains sont malades, d'autres doivent garder leurs enfants. Pour ce qui reste, c'est plus de travail et un gros risque d'attraper le virus. Certains éducateurs ont même décidé de dormir au travail pour éviter de contaminer leurs proches. Travailler avec des enfants ou travailler avec des ados, leur faire comprendre les gestes barrières et la distance, etc. Quand il faut séparer 2 gamins qui sont en train de se battre ou quand il faut faire un câlin à un enfant qui est angoissé parce qu'il voit pas ses parents, on peut pas être à 1 mètre de distance.
avec ce public-là, c'est impossible d'appliquer des gestes barrières. Si un cas de Covid-19 est avéré dans l'un des foyers d'hébergement, on ne sait pas comment gérer, avoue cet éducateur. Et puis l'autre problème pour l'ASE, ce sont les visites à domicile dans les familles potentiellement violentes. D'habitude, les éducateurs vont régulièrement sur place pour vérifier que tout va bien, mais avec le confinement, le lien est totalement rompu. On n'arrive plus du tout à évaluer, par exemple, un enfant qui peut être dans une famille où il y a des violences, qui a été victime, il n'y a plus ni l'école qui peut faire remonter, et il n'y a plus nous qui pouvons aller sur place pour essayer de sonder un peu. Donc là, dans les huis clos familiaux, je pense que quand on va sortir du confinement, on va se rendre compte qu'il y a eu des horreurs qui se sont passées. C'est vraiment quand on sortira du confinement qu'on se rendra compte de l'étendue des désastres. Des enfants qui, même s'ils sont victimes de violences et repérés, auront du mal à trouver une place d'hébergement d'urgence. La plupart des foyers sont complets et les familles d'accueil acceptent de moins en moins les nouveaux arrivants, de peur d'être contaminés. Vous êtes sur RLP 102.3. L'association Équité Parentale défend les droits parentaux en demandant l'égalité selon l'article 1 de la Constitution qui indique que chaque citoyen est égaux devant la loi. Dans le cadre des permanences, notamment de Périgueux, voici des témoignages, la réalité des discriminations dans les séparations devant le juge, c'est ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Bonjour, je suis séparé de mon ex depuis pratiquement 6 ans. Il y a eu un désaccord au départ sur la façon de s'occuper de la petite. Donc elle s'est vexée parce que je la critiquais. Elle a commencé à dire du mal de moi ainsi que de tout mon entourage et de mes clients, donc j'ai perdu mon travail. En m'accusant moi et mon frère d'agression sexuelle sur la petite. J'ai perdu mes droits parentaux avant de les retrouver plus tard. Elle a déménagé plusieurs fois en changeant de département afin de m'empêcher de voir ma fille. J'ai vu très peu ma fille, parce que durant 4 ans et demi, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y avait rien du tout. Lors d'un droit de garde, ma fille alors âgée de 6 ans m'a expliqué qu'elle s'était faite violer, probablement par son demi-frère. Ça a été confirmé par certificat médical. Le tribunal a classé toutes mes plaintes pour NRE 8, sous prétexte qu'elle ne le faisait plus, et en parlant de la météo, alors que je faisais 800 km aller-retour à chaque fois. Par contre, la plainte pour viol n'a pas été jugée, enquête en cours depuis 2 ans. Et à chaque fois, je dois ramener ma fille chez sa mère, alors qu'elle continue de se plaindre de choses anormales. Voilà ma vie depuis 6 ans, alors que je voulais juste aimer ma fille. Vous êtes sur RLP 102.3. Voici donc les situations qui nous remontent et qui nous reviennent via les permanences. Comme vous entendez, il y a une petite musique répétitive, ce sont un peu toujours les mêmes, n'est-ce pas ? Alors, nous tentons d'œuvrer afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes et forcer les gens à s'entendre. Vous savez que nous militons pour la résidence alternée à partir du moment où l'un des 2 parents la réclame, comme cela se fait dans d'autres pays, en Europe et ailleurs dans le monde. Nous avons cherché à savoir si les familles homoparentales étaient confrontées aux mêmes problèmes de discrimination que nous et comment, dans cette modernité, étaient gérées les séparations conflictuelles. Nous démarrons donc avec l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens, avec monsieur Nicolas Fagé, avec qui nous avons eu très gentiment un entretien cette semaine. Bonjour monsieur Nicolas Fagé, merci beaucoup de cet entretien. Vous êtes le porte-parole de l'APGL. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter avec votre association et nous dire de quoi vous vous occupez ? Bonjour, je suis Nicolas Fagé, le porte-parole de l'APGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. L'association existe depuis plus de 30 ans et depuis plus de 30 ans, elle défend les droits et elle représente les familles homoparentales, en France notamment, mais aussi en Europe. Elle accueille aujourd'hui plus de 2000 adhérents, donc familles et ou futures familles, qui ont divers projets pour fonder une famille. D'accord, très bien. Avez-vous été confronté à la problématique des séparations conflictuelles avec enfants, avec des couples ayant les droits parentaux? Où en êtes-vous par rapport à cette analyse de l'environnement? Dites-moi. Alors notre premier constat, c'est que déjà les parents ne sont pas égaux face aux liens que la loi établit face à leurs enfants. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'adopter nos propres enfants et que face à une
un projet de PMA, par exemple, de GPA, de coparentalité, quand il y a des parents dits sociaux, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'origine, qui ne sont pas géniteurs de l'enfant, ils ne sont pas reconnus par la loi. Et dès qu'une séparation intervient avant que la loi les reconnaisse en tant que parents officiels, légaux, eh bien là, ça peut être très compliqué puisque le parent social est sans droit, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à l'enfant et ça crée des situations dramatiques, évidemment, qu'on essaie de combattre aujourd'hui. Nous, nos revendications, c'est l'égalité, l'entrée dans le droit commun, c'est-à-dire que tous les parents aient les mêmes droits vis-à-vis de l'enfant, qu'ils l'aient procréé ou non. Le deuxième problème, oui, c'est quand il y a séparation, c'est-à-dire une fois que les deux parents sont reconnus légalement, eh bien on rentre dans des conflits que évidemment l'ensemble des couples qui sont parents légalement, notamment hétérosexuels, connaissent. Et là, on se retrouve encore avec un primat du biologique, souvent, notamment par la garde qui est confiée aux parents reconnus biologiquement, plus que aux parents qui ne l'est pas. Alors, vous me disiez que, comme certains de vos collègues, la problématique principale aujourd'hui était donc basée sur l'acquisition des droits parentaux, ce que vous essayez de nous expliquer actuellement. Est-ce que vous avez une visibilité sur ce point? Est-ce que vous pensez que ce point sera résolu, que nous aurons des familles homoparentales avec des droits parentaux reconnus à terme? Est-ce que vous le voyez venir? Alors, en tout cas, on y travaille. On l'espère, oui, on le voit venir, notamment dans la loi qui est censée être en cours de discussion, qui est inscrite donc dans les lois de bioéthique, qu'on appelle la loi PMA pour toutes, qui doit donc permettre à deux femmes de procréer en France et d'être mères en même temps, c'est-à-dire quand la naissance de l'enfant intervient, elles sont au même moment inscrites sur un livret de famille. Il n'y a plus de processus d'adoption qu'on leur impose aujourd'hui. Donc ça, c'est clairement un pas en avant pour nous, une reconnaissance du parent social en une espèce de beaux-parents aujourd'hui si on considère les familles hétérosexuelles. Et ça, pour nous, c'est une avancée et on espère qu'elle ira plus loin. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs. On demande à ce que, tout simplement, hors cadre de PMA, les autres personnes qui font des projets parentaux qui ne sont pas biologiquement attachées à l'enfant puissent devenir parents dès la naissance quand ils en font le projet, quand ils en donnent l'intention. D'accord. Dans ce cadre, avez-vous déjà été confronté à des problématiques basées sur la résidence alternée? Et même si ces problématiques sont, on va dire, relativement nouvelles pour les familles homoparentales, est-ce que vous y avez réfléchi entre vous de manière philosophique et comment est-ce que vous considérez cette solution qui a l'avantage d'être pacificatrice, égalitaire et de permettre à l'enfant de garder un accès avec ses deux parents? Alors, la garde alternée fait partie de projets chez nous, dans les homoparents, notamment ceux qui font de la coparentalité. La coparentalité peut être composée d'un couple d'hommes et d'un couple de femmes, d'un couple de femmes et d'un homme, d'un couple d'hommes et d'une femme. Dans ce cas, ces couples et ces personnes seules ne vivent pas ensemble et organisent dès le départ, dès la conception de l'enfant, une garde alternée. Donc c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement pour nous, qui peut intervenir aussi évidemment après la séparation d'un couple, qui se fait assez naturellement pour la plupart des couples, mais dans certains cas assez conflictuels, l'intervention d'un juge est nécessaire et cette garde alternée est organisée. Et c'est là où, quand la loi ne protège pas, quand le parent n'est pas reconnu, où ça peut être très difficile et que l'enfant peut perdre cet accès aux parents et que la garde alternée ne peut pas être possible parce que le juge ne peut pas s'appuyer sur un lien légal pour la permettre aux parents sociaux. On va élargir, c'est quand le juge en fait n'écoute que la parole de la mère biologique. Bien sûr, mais malheureusement, au-delà de la parole, les avocats et les personnes privés de ces droits, ces parents font droit, malheureusement, ils n'ont pas d'arsenal législatif. Le juge ne peut pas faire la loi. On en est là aujourd'hui. Les juges nous disent on ne peut pas faire la loi à la place du législateur. Il y a des jurisprudences, il y a tout un tas de choses, mais malheureusement, le juge est confronté à une barrière qui est celle de la loi, qui exclut les parents de même sexe, les parents sociaux de même sexe de la loi. On essaye notamment de faire passer actuellement certains cas via la possession d'État, c'est-à-dire devenir parent par constatation d'un juge. Eh bien, ça nous est tout simplement impossible parce qu'on est tout simplement de même sexe que le parent géniteur avec lequel on se
sépare. Et c'est tout simplement une discrimination qui est honteuse aujourd'hui, puisqu'elle elle détruit une famille, elle détruit le lien qu'un enfant avec son parent, et elle concède la toute-puissance au biologique. Et ça, évidemment, nous, on le combat depuis bien longtemps. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais être ravi d'avoir une confirmation d'une très très grande loi pour nos auditeurs, mais moi, je l'ai perçu depuis longtemps. Nous avons, les familles, de manière générale, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, et les intérêts des familles homoparentales vont rejoindre à terme les intérêts des familles, on va dire, traditionnelles, parce que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ceci ne se mélange et se mixe, et nous allons devoir tous ensemble trouver des solutions pour les problématiques qui ne seront pas faites en bon entendement chacun de notre côté, mais lorsque nous devrons, en situation conflictuelle, demander l'assistance de la justice et des services sociaux qui, eux, sont un petit peu en décalage par rapport aux réalités du terrain. Donc, est-ce que vous confirmez, vous, en tant que porte-parole, que, à terme, nous pouvons avoir une énorme union, on va peut-être rassembler la défense des droits parentaux des familles de manière générale, sans plus faire aucune distinction sur le type de famille? Bien sûr. Et ça serait, nous, c'est notre combat. On a toujours défendu le droit des pères, le droit des mères, le droit des femmes, le droit des hommes. Et tout cela, on met une chose au centre de nos débats et de la philosophie des projets que l'on veut faire avancer, c'est l'enfant, la famille, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de la famille, de la construction de l'enfant. Et ça, quel que soit le sexe et la composition familiale, qu'il ait 2 parents, 1 parent, 4 parents même, pour nous, il nous paraît important, et qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs, quelle que soit son orientation sexuelle, il nous paraît important de défendre l'intérêt de l'enfant. Donc oui, évidemment que les luttes doivent se rejoindre, que l'égalité doit être totale face au juge, que le juge puisse se servir d'un arsenal législatif qui lui permette d'assurer cette égalité de traitement. Et là-dessus, évidemment, sur cette bataille juridique législative, on doit tous, parents biologiques et sociaux d'ailleurs, œuvrer dans le sens de l'intérêt de l'enfant, quelle que soit notre orientation sexuelle. Très bien. Nous sommes sur la même ligne. Merci beaucoup, Monsieur Fagier. Je suis très heureux de vous avoir entendu dire ce que je répète à l'antenne depuis longtemps et dont j'étais convaincu depuis très longtemps. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Voici donc un entretien qui fut extrêmement instructif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visiblement, les familles homoparentales représentées par l'APGL ont des problématiques qui sont très identiques aux nôtres. C'est-à-dire que plus nous allons avoir de familles homoparentales et plus ils vont être confrontés aux problèmes de discrimination tout en ayant cette volonté de s'intégrer au reste des familles afin d'homogénéiser et de globaliser la problématique familiale. Et je pense de plus en plus que nous allons nous rejoindre dans ces problématiques. Afin d'en avoir le cœur net, j'ai donc contacté l'association Contact. Et oui, on contacte, c'est comme ça. Et là aussi, vous allez voir, c'est assez intéressant. Bonjour et bienvenue monsieur, vous êtes au collège de l'association Contact. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter à nos auditeurs? Donc moi je suis Denis Missando, je fais partie du collège Contact France. L'association Contact, c'est une association qui travaille exclusivement pour l'intégration des personnes LGBT au sein des familles. Vous regroupez combien d'adhérents, ou disons que vous avez combien de sympathisants et de personnes dont vous pensez connaître le point de vue? Alors des adhérents, on est à peu près au niveau national, on est 650 adhérents. Après, il y a des sympathisants qui ne sont pas forcément adhérents, mais qui nous suivent. Alors après, ça peut aller dans une association départementale. On peut avoir, par exemple, 20 adhérents, mais à côté de ça, on a 300 sympathisants. Voilà, c'est tout à fait aléatoire. Voilà. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur les problématiques de défense de la parentalité des couples homoparentaux une fois que les droits parentaux étaient acquis? Disons que c'est pas le but principal de notre association. Notre association, nous, on est là pour rétablir justement le dialogue dans les familles où des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs annoncent leur homosexualité, leur bisexualité, leur transidentité. D'accord. Donc effectivement, c'est pas notre centre d'intérêt. Enfin là, c'est pas notre principale activité, je veux dire. D'accord, mais est-ce que de manière philosophique, avez-vous parlé entre vous, vous réfléchi à cette question? Oui, bien sûr, parce qu'on est confronté avec des familles homoparentales. Et bien sûr, effectivement, quand le mariage est passé,
Voilà, donc ça a été quand même c'était quand même bénéfique pour nous parce qu'effectivement, on avait quand même l'égalité des droits vis-à-vis des autres familles. Voilà, donc on était reconnus en tant que famille. C'est déjà super important. Mais après, effectivement, comme tout couple, j'allais dire, comme famille, effectivement, il peut y avoir aussi des séparations. Donc, alors, au sein de l'association, je n'ai pas connaissance de familles qui se sont séparées, mais effectivement, ça peut être abordé le sujet dans nos discussions. D'accord. Donc, philosophiquement, est-ce que vous avez une opinion sur la résidence alternée, par exemple ? Alors, sur la résidence alternée, les familles homoparentales, pour moi, ce sont des familles comme toute famille. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est notre ligne. Donc, je ne vois pas pourquoi les familles homoparentales n'auraient pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres familles, qu'une famille lambda. Voilà. Tout à fait. Donc, qu'on ait deux papas ou qu'on ait deux mamans, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. On devrait avoir les mêmes droits. Voilà. Absolument. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Quand on se bat pour le droit des familles, je ne vois pas pourquoi on ferait des discriminations entre les familles. Il peut y avoir les couples mixtes, on peut en parler aussi, couples homoparentaux, les couples... Enfin voilà, pour moi, quand on parle de famille, on parle de toutes les familles. Il n'y a pas de discrimination à faire. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes sur notre ligne et merci pour cette interview. Excellente continuation à vous. Bonne journée à vous, monsieur. Merci. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, ça se confirme, mais dites-moi d'abord, nous avons Maître Aubéry Salcroix, qui est notre consultante juridique, et Maître Aubéry Salcroix, dites, avez-vous été confronté, vous, professionnellement, dans votre exercice, avez-vous eu un dossier homoparental ? Vote Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe. Même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe. Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter. Maître Aubéry Salcroix sur 102.3 FM, bonjour. Dans cette émission spéciale couple homoparentaux, vous m'aviez dit que vous aviez eu un dossier sur une famille homoparentale de couple de lesbiennes. Comment cela s'est-il passé ? Oui, bonjour Stéphane. Alors en effet, la situation est assez rare. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai qu'un seul couple homoparental à gérer en procédure judiciaire. Donc un couple de lesbiennes, comme vous l'avez indiqué, avec donc une maman d'intention qui a revendiqué un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qu'elle avait élevé comme si c'était son propre enfant durant plus de 8 ans, avec une opposition farouche de la mère biologique. Donc heureusement pour nous, nous sommes tombés sur une magistrate qui était assez éclairée. Bon, ça n'a pas été une partie de plaisir quand même, on a senti quand même une réticence, mais nous avons obtenu qu'il y ait un droit de visite et d'hébergement classique, comme j'ai envie de dire dans des couples parentaux classiques. Ça a été assez difficile à obtenir, avec une faveur qui est toujours donnée à la parentalité biologique plus que sociale et d'intention, et on observe un petit peu la même chose dans les couples reconstitués, même hétérosexuels, avec les parents, souvent les papas, qui ont énormément de mal à faire reconnaître leur investissement dans l'éducation de l'enfant après plusieurs années de séparation, et un lien du sang qui continue de prédominer, mais avec une évolution, je trouve, en tout cas sur les couples hétérosexuels recomposés. À voir maintenant ce que ça donnera avec l'homoparentalité, puisque ça ira avec le développement du contentieux grâce aux lois sur la procréation médicalement assistée et l'adoption par les couples hétérosexuels. Pensez-vous qu'à l'avenir, nous allons voir arriver de plus en plus de familles homoparentales ?
Oui, c'est ce que je vous disais effectivement, avec le développement des adoptions et des procréations médicalement assistées, nous allons avoir davantage de couples homoparentaux. Sans compter la gestation pour autrui qui reste en suspens pour l'instant. Le contentieux va se développer. Pour l'instant, je pense que nous n'avons pas encore suffisamment de recul, mais ça va poser un certain nombre de délicates questions si on continue à conserver les mêmes a priori dans les juridictions qui sont malgré tout assez conservatrices. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et bon confinement. Merci, au revoir. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, c'était Maître Aubéry Salcroix. Nous avons, l'intime conviction que le nombre de couples homoparentaux évoluera à l'avenir, dans le futur. C'est une évolution qui est absolument irréversible. Tout ceci n'est qu'une question de temps avant que tout se mixe, se brasse et se mélange dans les différents types de configurations familiales. Alors, je suppose que vous vous souvenez de Cédric Plessis, à qui nous avons consacré une émission il y a 2 semaines, avec son titre Enono qui reste dans la tête. Eh bien, un ami à lui, Youssef, vient de produire un titre qui s'appelle Always and Forever. Youssef fait plus de 10 000 km chaque mois pour voir sa fille. Il habite à Dubaï et il fait des allers-retours pour l'avoir 24 heures parce qu'il y a une ONC. Voilà. Bon, c'est compliqué, donc il va essayer de quitter Dubaï et de revenir en France pour rester plus longtemps pour voir sa petite. Mais comme il peut se le permettre, effectivement, on ne peut pas tous faire 10 000 km par mois, mais lui le peut, et il a produit cette chanson que nous aimons beaucoup, qui est très intéressante, qui est très jolie, et qui est donc le titre de la semaine. Voici maintenant la chanson de la semaine. Talia, you know Daddy loves you, right? That's right. Always and forever. 'Cause everything I do it for my baby girl. Oh yeah, and every single breath I take is because she is my world. Always and forever, she's my life. Always and forever, I will fight. Always and forever. Always and forever. Check me out, yo. It was always my dream to have a baby girl. Now it's reality. Talia, you are my world. Just know I'm thinking of you, hoping I can see you every day. I'm doing everything I can to be with you. They try to stop me from seeing you. They won't win. I'm always gonna be there for you. I'm all in. My beautiful mix, French and Lebanese. Having you with me is all I need. That's why I'm traveling like I do from Dubai to Paris. I got so much love in my heart and I wanna share it. Don't listen to the bullshit, you know the truth. For you, there's nothing that your daddy wouldn't do. Nah, hugs and kisses, giving you the best wishes. Devoting my life is my only mission. Even though I'm not there every day, I wish I could be. Really wish it was only you and me. 'Cause everything I do it for my baby girl. Oh yeah, and every single breath I take is because she is my world. Always and forever, she's my life. Always and forever, I will fight. Always and forever. Always and forever. Just remember, Talia, you are beautiful, you are clever, and I will always be proud of you. Always and forever. Vous êtes sur RLP 102.3. Always and Forever de Youssef sur RLP 102.3 dans Jaf ta mère, une bien jolie chanson pour la petite Talia. Alors, voici maintenant venir un entretien avec Héloïne Thévenet-Fouillou, qui est la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Je tiens vraiment à remercier Héloïne parce que elle m'a consacré beaucoup de temps, elle a été très claire. Il faut savoir que l'entretien que je vais vous diffuser dure à peu près 20 minutes, mais nous avons passé ensuite quasiment 2 heures au téléphone, et c'était vraiment extrêmement instructif. Nous avons quelqu'un capable d'avoir de véritables raisonnements intellectuels,
Et je pense vraiment qu'il y a convergence et que les problématiques des LGBT, à partir du moment où ils deviennent parents, qui constituent des familles, rejoignent absolument tous les discours que j'entends dans les permanences, dans les manifestations, de manière traditionnelle. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que nous fusionnons tous, en fait, dans nos demandes de défense. Et écoutez cette discussion, ce peu de débat entre Héloïne Thévenet-Fouillou et moi-même, Stéphane Lambert, le président de l'association Équité Parentale. Voilà, c'était il y a une semaine. Bonjour et bienvenue sur le Jaftamer numéro 12, avec aujourd'hui Héloïne Thévenet-Fouillou, la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui sera avec nous dans l'émission d'aujourd'hui. Héloïne, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre association, nous dire quel est son historique, comment elle s'est construite et combien de personnes sont avec vous ? Alors, notre association, elle s'est construite à partir d'un forum, en fait, au départ. On n'était pas une association au tout début, on était un forum qui regroupait beaucoup de parents ou futurs parents qui cherchaient des informations justement pour fonder une famille homoparentale. Donc au bout d'un moment, on a décidé de monter cette association pour pouvoir soutenir des démarches juridiques, entre autres, pour faire valoir les droits de nos familles. C'est dans ce but-là que l'association a été créée au départ et s'est développée ensuite. D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire la visibilité que vous avez sur combien de familles qui ont été confrontées malheureusement au drame du divorce conflictuel ? Est-ce que vous avez une visibilité sur beaucoup de cas ? Alors non, on n'a absolument pas de visibilité sur le nombre. Déjà parce que au niveau des cas de divorce, il n'y a pas de statistiques qui sont faites différenciant le genre des parents, et heureusement. Donc on sait qu'il y a des séparations conflictuelles qui sont pas toutes des divorces d'ailleurs. Quand ce sont des divorces, il y a au moins un droit qui s'applique, ce qui n'est pas le cas pour les couples qui se séparent sans avoir été mariés. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez été confronté à des soucis de respect des droits parentaux ? En fait, moi, ce que je cherche à savoir, c'est nous parlons depuis la voix des pères. On se plaint du fait que le justice familial fonctionne mal, que certains parents soient discriminés, qu'il soit extrêmement difficile d'obtenir la continuité du lien avec nos enfants. Et vous, dans la modernité, dans les familles homoparentales, est-ce que vous avez des retours de situations face à la justice oui, et comment ça s'est passé ? Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et en particulier pour les couples qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas été suffisamment longtemps pour pouvoir faire l'adoption de l'enfant du conjoint. Puisque pour nos familles, la filiation, elle peut pas s'établir dès la naissance, comme dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Il faut faire une adoption de l'enfant du conjoint. Nos enfants sont pas considérés quand on n'a pas porté son enfant, nos enfants sont pas considérés dès la naissance comme étant nos enfants. D'accord. On est considérés comme un tiers dans leur famille, quelqu'un qui n'a pas de lien familial avec eux. Donc, il faut faire une adoption de l'enfant du conjoint, mais pour ça, il faut être marié. Si on n'est pas marié, on n'a pas le droit de faire cette adoption. D'accord. Ça complique, effectivement. Donc, c'est très problématique, puisque pour les familles qui sont séparées sans avoir été mariées éventuellement, ou sans avoir en tout cas pu faire cette adoption, le parent social, donc le parent non statutaire, le parent qui n'a pas porté l'enfant, qui n'est pas reconnu comme parent officiellement, n'a aucun droit. Il est pas reconnu comme faisant partie de la famille de l'enfant, légalement. Oui. Donc évidemment, dans ce cas-là, quand une séparation se fait bien, quand une séparation se fait relativement sereinement, et qu'il y a une volonté de la part des deux parents de maintenir le lien de l'enfant avec son parent social, on arrive à avoir une continuité, mais le parent social n'a toujours aucun droit, aucun lien de filiation établi. Oui, c'est logique. Donc, et ça, c'est quand on arrive à se passer de l'institution. À partir de là, il n'y a pas de garde non plus. Oui, d'accord. Ça, c'est quand on déjudiciarise et effectivement qu'on arrive à, en bon entendement, de manière responsable, à s'organiser en dehors de l'institution. Mais ça, c'est pour les familles pour qui ça se passe bien. Oui, tout à fait. Il y a aussi, évidemment, comme pour toutes les familles,
des couples qui se séparent pour qui ça se passe mal. Et Oui. c'est quand même relativement fréquent. Donc quand on a la chance d'avoir une filiation qui est établie vis-à-vis de son enfant, D'accord. on peut faire valoir des droits. On peut demander la garde. On peut demander à avoir son lien avec son enfant qui est maintenu. Quand on n'a pas de lien légal avec son enfant, quand on est considéré comme un étranger, on ne peut pas demander à avoir la garde. Même pas la garde complète, on peut pas demander à avoir la garde alternée, on ne peut pas exiger de maintenir le lien avec Oui. un enfant Vous êtes dans la selon la loi, situation, en fait. n'a pas de lien familial avec nous. Oui, vous êtes dans la situation, par exemple, d'une séparation avec un beau-parent qui a été en couple avec quelqu'un qui avait un enfant. Ils ont passé parfois 10 à 15 ans. Il a joué le rôle du père ou elle a joué le rôle de la mère durant 10 à 15 ans. Il y a une séparation conflictuelle, il n'y a pas de lien légal. Alors ça, ça, effectivement, c'est effectivement le même cadre juridique, sauf que dans notre cas, on n'est pas des beaux-parents. Non, je comprends bien. On est à l'origine de la naissance de l'enfant, donc l'enfant n'existerait pas en dehors du lien familial. J'ai fait l'analogie juridiquement, c'est uniquement sur ce Oui, point-là, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est souvent renvoyé à cette place de beaux-parents, or on n'est pas des beaux-parents. Alors, est-ce que la PMA à venir ou d'autres pratiques à venir vont résoudre ces problèmes de droits parentaux des couples homosexuels? Alors, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que entre le projet de loi de départ et ce qui se profile maintenant après le passage au Sénat, on n'a pas du tout la même chose. Donc, pour l'instant, les discussions à ce sujet sont gelées. On verra quand les débats parlementaires reprendront et que le sujet reviendra à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur ce que va réellement être cette loi, mais ça se profile pas très bien pour le moment. Ça se profile pas très bien parce que il y a toujours rien de prévu pour résoudre les problèmes de filiation des couples qui ne sont pas mariés, qui se sont séparés sans avoir pu faire l'adoption. On est toujours dans une situation qui privilégie l'adoption comme étant le mode d'établissement de la filiation pour nos familles. Et on n'est pas dans une systématisation du lien de filiation dès la naissance de l'enfant pour protéger justement dès sa naissance de quoi qu'il puisse arriver au sein de sa famille, qu'il s'agisse d'une séparation ou d'un décès. Par contre, vous, même si l'environnement est un petit peu jeune et que le recul est faible, je pense que vous êtes conscient qu'à terme, ces problématiques de séparation avec droits parentaux des deux côtés vont se présenter. Et donc, quand mais elles se présentent déjà. Oui, elles se présentent déjà, mais elles vont se généraliser, si vous voulez. Et donc, vous allez avoir des problématiques qui vont rejoindre celles des couples, on va dire, plus traditionnels. Et dans ce cadre, si elles se rejoignent déjà, est-ce que vous avez, première question, est-ce que vous avez constaté des discriminations effectuées par les institutions à l'égard des parents des familles homoparentales qui seraient moins bien traités que les autres suivant, je sais pas, moi, leur genre ou leur... Et deuxième question, est-ce que vous avez commencé à réfléchir comment nous pourrions tous ensemble essayer d'améliorer ce qui est un environnement qui fonctionne, on va le dire, extrêmement mal, qui fait souffrir nos enfants de manière générale, et ne pourrait-on pas, troisième question, s'unir tous pour demander, par exemple, la résidence alternée? Bon, c'est un peu gros, comme c'est une grosse question enrobée, mais ce sont des thèmes qui sont importants. Est-ce que vous y avez réfléchi dans votre conversation? Là, c'est une très large question. Oui. Pour ce qui est de l'existence de discrimination, on est dans un système qui est très différent d'un tribunal à l'autre, évidemment. Ah, c'est problématique aussi, ça, oui. C'est une problématique partout, puisque ça dépend, on est dans le cadre de l'indépendance des juges, qui est bien sûr souhaitable, hein, on va pas revenir là-dessus, mais à partir du moment où chaque juge doit juger en fonction de son sentiment de ce qui est l'intérêt de l'enfant, tout le monde n'a pas le même positionnement par rapport à ça. Oui, donc on va rappeler aux gens effectivement que suivant l'endroit où une affaire est jugée, les résultats seront différents. Les gens pensent que la loi est, équivalente partout. Ce n'est pas vrai. Suivant les tribunaux, suivant les juridictions. La loi est la même partout. Oui, mais elle n'est pas appliquée de la même façon partout, puisque tout simplement, le juge doit déterminer ce qui est de l'intérêt de l'enfant. En fonction des positionnements du juge et de ses convictions personnelles profondes, il va pas avoir la même vision de ce qui est l'intérêt de l'enfant. Et
là on va arriver à la deuxième partie de votre question, je pense que ce qui fait qu'il y a des endroits où, par exemple, les parents biologiques vont être, comment dirais-je, privilégiés par rapport aux parents non biologiques, même quand c'est dans un cadre où on a eu un mariage, on a eu une adoption, et l'enfant est reconnu comme étant l'enfant des deux parents. Même dans ce cas-là, il va y avoir des tribunaux qui vont considérer que la mère biologique est plus mère que l'autre. Ah. Et qui donc vont favoriser la résidence chez elle. C'est pas le cas partout, hein. D'accord. C'est évidemment pas le cas partout, mais ça, on est face à une problématique qui est celle de l'organisation patriarcale de nos sociétés, qui considère que en gros le lien biologique fait tout et que la mère qui a porté l'enfant est un lien qui est plus important, qui est prédominant et qu'elle est faite pour s'occuper de cet enfant. Alors, je vais être d'accord avec vous, mais je vais m'inscrire en faux sur la présentation, si vous voulez. Les pères sont tellement discriminés vis-à-vis de ce que vous venez d'évoquer que je ne pense pas que ce soit une société patriarcale, parce qu'au contraire, ce sont les pères qui souffrent et qui n'ont pas le respect de leurs droits parentaux. Par contre... Alors, oui. Oui. Je vous interromps par rapport à ça. Le côté patriarcal, c'est dans le fait que on considère que la place de la femme, elle est à la maison avec les enfants. Et que donc à ce niveau-là, mais par rapport au père, ça va être la même chose. La mère qui a porté les enfants a ce rôle de mère nourricière et donc va avoir une place supérieure vis-à-vis de l'enfant. On va considérer que mais de même qu'on va considérer que c'est la mère dans le cadre d'un couple hétérosexuel ou la mère biologique dans le cadre d'un couple lesbien, on va considérer que la mère qui a porté l'enfant a plus en charge le soin aux enfants. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les faits, hein. Ah mais dans l'imaginaire collectif... Écoute, je bois vos paroles parce que c'est ce que je répète chaque semaine. Mais continuez, allez-y. Dans l'imaginaire collectif, on se dit que la mère qui a porté l'enfant doit plus avoir son mot à dire sur les choix qui sont faits concernant l'alimentation, concernant le sommeil des enfants, concernant leur éducation de manière générale, pour tout ce qui est du quotidien. On considère que sa position à elle a une supériorité par rapport à celle de sa conjointe qui n'a pas porté l'enfant. Alors madame, ce sera la première très grande information du jour pour nos auditeurs. Vous êtes confrontés aux mêmes problématiques que nous, avec les mêmes causes, parce que l'environnement de la justice familiale est complètement rétrograde et déconnecté des réalités sociétales d'aujourd'hui. Et ça veut dire que chez vous aussi, vous avez une discrimination de ce genre. Bien sûr. Mais c'est tout l'imaginaire de la société tout l'imaginaire de la société est basé sur cette distinction-là. Ah mais quand je me tue à dire que nos intérêts se rejoindront de plus en plus avec l'évolution sociétale, madame, je pense que... Alors on a été un des premiers à tenir, dans la défense des droits des parents et des pères, on a été un des premiers à tenir ce genre de discours, notamment avec Gaël Costemenier l'an dernier, lorsqu'on a fait notre liste aux européennes, on était déjà avec des LGBT. Nous pensons que l'état notamment archaïque et obsolète des théories tenues par la justice familiale font que les couples de la modernité vont être confrontés aux mêmes problèmes que nous lors des séparations conflictuelles avec enfants, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier la mère qui biologiquement aura porté l'enfant. Et le jour où nous aurons même carrément deux hommes qui auront des droits parentaux avec un enfant, ils auront beaucoup de mal à les faire respecter via ces services judiciaires et ces services sociaux. Nous allons avoir des complications. Alors ça existe déjà, hein. Nous avons déjà, mais elles vont s'accentuer. Alors je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'elles s'accentuent nécessairement. Je pense qu'il y a aussi une évolution de la société à ce niveau-là, qui de plus en plus se détache. Je parle pas au niveau de nos hommes politiques, hein, ça c'est encore autre chose. Mais au niveau de la vision sociétale, on a quand même de plus en plus de capacité à entendre le fait que un parent qui n'est pas biologique est un parent. Le fait que un homme peut être un parent autant qu'une femme, c'est quelque chose qui fait son chemin, et heureusement. Mais par contre, nous avons bien du mal. Hein. J'ai même des exemples, si vous voulez, où le JAF a donné la garde à la maman.
et où celle-ci était dysfonctionnante, et plutôt que de remettre les enfants au père, ils ont préféré le placer. Hein. J'ai des dossiers que nous suivons qui vont dans ce sens. Après, on peut pas. Chaque procédure est individuelle et on peut pas savoir en étant de l'extérieur pour quelle raison la garde n'a pas été donnée alors qu'il y a un parent qui est là. On a quand même nous régulièrement des familles où la résidence alternée est prononcée, parfois alors que l'un des parents n'est pas forcément d'accord. On a des droits de visite et d'hébergement qui sont prononcés parfois alors que le parent biologique s'y oppose. On a une évolution à ce niveau-là et je pense que ça va aller dans ce sens-là de plus en plus parce que justement il y a une visibilité qui est donnée aux familles de plus en plus. On a toujours évidemment des moments où il va y avoir des discriminations et des appels qui sont à faire, etc. Mais ça, on peut pas l'empêcher. Il y aura toujours des procédures. À partir du moment où il y a conflit, de toute façon, il va toujours y avoir un moment où il va falloir déterminer où est la vérité. Oui, et puis il faudra trancher dans l'intérêt des enfants. Oui, mais ça, l'intérêt des enfants, quand un parent dit blanc et l'autre parent dit noir, bien malin qui, en n'étant pas dans la famille, peut déterminer lequel a raison. Alors donc là, ça, je pense que pour n'importe quelle famille, quand il y a un conflit parental, c'est forcément quelque chose de compliqué. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous militons pour la déjudiciarisation. Et nous voulions, à une époque, aider à faire la promotion de résidence alternée par défaut. Nous nous sommes rendus compte que toutes nos tentatives au niveau législatif, par exemple, ont été bloqués avant discussion de loi. On a fait plusieurs essais, nous en parlons sur le site, nous en parlons régulièrement à la radio, et nous avons eu la surprise de nous rendre compte que une grande partie des personnes qui étaient opposées à éventuellement cette résidence alternée par défaut venaient du mouvement LGBT. Et ça a été, comment dirais-je, une très grande surprise pour moi, parce que après réflexion et en vous écoutant, j'ai confirmation, il me semble que nous aurions absolument tous intérêt à nous unir et à demander un système de manière automatisée qui privilégie le respect des droits parentaux, quels qu'ils soient, tant que le parent n'est pas dysfonctionnant et on établit la demande. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que je vois ce que vous voulez dire. D'accord. Je pense que le fait de réclamer une déjudiciarisation est une erreur, parce que dans le cadre d'un conflit familial, il y a parfois besoin d'avoir justement ce positionnement extérieur neutre qui va permettre la médiation. Il y a le concordat familial qui se met en place. Mais oui, des avocats vont mettre en place. Sauf que tous les parents ne sont pas forcément d'accord pour suivre une médiation. Non, mais si le parent 1 demande l'ARA qui n'est pas dysfonctionnant, pourquoi est-ce que le parent 2 l'en empêcherait ? Parce que selon le parent 2, il est dysfonctionnant. Si un parent veut la résidence alternée et que l'autre parent ne le veut pas, il a forcément des arguments qui soient recevables ou pas. Oui, mais tout est... Mais de son point de vue. Absolument. C'est pour ça que nous, on demande effectivement à ce que ce soit... Donc, il va forcément y avoir besoin qu'une personne extérieure fasse la part des choses entre ce qui est du domaine du réel et ce qui est du domaine du biais d'un des parents. Oui. Alors là, c'est une avancée. C'est une avancée très claire. Je pense que sur ce point-là, nous pourrions avancer ensemble. Et moi, j'attends le moment où les couples homoparentaux, confrontés parfois aux injustices du divorce, aux dénonciations calomnieuses, aux procédures qui s'étendent durant des années alors que les enfants sont en bas âge, s'intéresseront à cette problématique pour la simplifier, pour l'automatiser, pour le bien de nos enfants, et où nous arrêterons, si vous voulez, de nous opposer, mais nous le ferons tous ensemble. J'attends ce moment venir. Et j'espère que vous le voyez venir aussi, vous, peut-être ? Alors, je ne suis pas convaincue qu'il puisse y avoir une unité quelconque en matière de parentalité. Ah. Quel que soit, je parle pas nécessairement en fonction du fait qu'il s'agisse de personnes LGBT ou pas. On a tous des positionnements différents, des attentes différentes et des visions différentes de la parentalité. Et on n'a pas tous les mêmes souhaits par rapport à ça. On peut être parent, se séparer et ne pas vouloir de garde alternée pour soi. Oui, donc on reprend le cas où nous avons un parent 1 et un parent 2. Il y a une séparation. Le parent 1 demande à avoir la résidence alternée. Il n'est pas dysfonctionnant. Donc, pourquoi est-ce que le parent 2 pourrait s'opposer à la résidence alternée ? Donc on rentre dans la problématique des éloignements géographiques volontaires et autres. Et je pense que cette problématique, si vous voulez,
concerne tous les types de parents et tous les types de droits parentaux. On parle du cas où la personne est capable et qu'elle en fait la demande, et nous ne voyons pas pourquoi on pourrait la lui refuser. Et nous pensons que c'est problématique. Parce que tout simplement, et justement, je pense que de plus en plus, quand un parent en fait la demande, de plus en plus, la résidence alternée est favorisée par les juges. Si la mère est d'accord, c'est-à-dire si la personne qui a biologiquement porté l'enfant est d'accord. Et nous retombons sur l'argumentation que vous avez eue il y a à peu près 10 minutes. Mais on a aussi des cas où la personne en question, la mère biologique, n'est pas d'accord et où c'est jugé comme ça quand même. C'est de plus en plus fréquent. Nous en voyons 2 ou 3 par an, c'est-à-dire... Mais vous en voyez 2 ou 3 par an parmi ceux qui font appel à vous. Donc, pour qui il y a déjà un problème par rapport à ça. Si vous voulez, la question sous-jacente qui est, c'est pourquoi est-ce que les associations de défense des droits parentaux et les associations de défense des couples LGBT ou homoparentaux, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'unir et pourquoi est-ce qu'on est séparés sur ces problématiques alors qu'au contraire, on devrait mettre ensemble nos points communs qui sont que lorsqu'on se sépare dans une société de recomposition où parfois les gens connaissent le divorce plusieurs fois dans leur vie, quel que soit le type de divorce, nous avons des enfants, ne pourrait-on pas trouver ensemble des systèmes pour s'en occuper correctement et donc empêcher les gens de se crêper le chignon inutilement. Alors, on peut pas empêcher les gens de se crêper le chignon. Une séparation qui se passe mal, elle se passe mal. Il y a un conflit qui est à régler, tant qu'il n'est pas digéré, ça continue à se passer mal. On peut pas empêcher on peut pas forcer les gens à se séparer dans de bonnes conditions. À mon avis, c'est utopique. Donc, un moment où ça se passe mal, à mon avis, on peut pas empêcher que ça arrive. Après, on a ce cadre légal qui permet la garde alternée, qui est quand même favorisé de plus en plus et qui est de plus en plus accepté par les familles, par les parents, alors qu'ils sont dans une séparation qui n'est pas forcément sereine. Mais parce que ça devient de plus en plus acceptable et normal. Parce que jusqu'à il y a peu de temps, cette même vision patriarcale de la société faisait que une mère qui ne demande pas la garde de son enfant, c'est une mère indigne. Un père qui ne demande pas la garde de son enfant, qui se contente d'un droit de visite et d'hébergement, ça choque personne. Une mère qui le fait, on estime qu'elle... Une mère qui le fait, ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça dépend complètement de la situation. Dans le cadre, par exemple, l'un des parents qui se sépare part vivre pour son travail ou pour d'autres raisons à quelques centaines de kilomètres. Évidemment que la résidence alternée n'est pas possible. Oui, nous avons des propositions pour ce point-là. Dans ce cadre-là, le parent qui part peut se dire ça va, de toute façon c'est pas possible pour les enfants de venir une semaine sur 2 et je vais pas faire 400 km tous les matins pour les emmener à l'école. Mais au-delà de ça, ce parent qui fait ce choix d'accepter cette situation et de voir ses enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, le fait parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et ça, j'estime que personne n'a à le juger. Un parent qui fait le choix d'accepter il verra ses enfants qu'un week-end sur 2 parce que ça leur offre une stabilité à eux. Je pense que c'est quelque chose que le parent a bien réfléchi et il le fait pas sur un coup de tête, il le fait pas sans réfléchir. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter quand le parent fait ce choix-là. Oui, alors je vous ai bien entendu. Je ne vous cache pas que j'ai l'impression que la réflexion sur ces problématiques est encore évolutive et va encore avancer dans le temps au fur et à mesure que de plus en plus de personnes seront confrontées à ces points-là, si vous voulez. Si nous avons beaucoup avancé dans ces problèmes d'éloignement géographique volontaire, d'aliénation parentale, d'instrumentalisation de la justice, de dénonciation calomnieuse pour priver l'autre de ses droits parentaux, c'est parce que nous avons été confrontés depuis longtemps. Peut-être que nous ferons cette union au niveau législatif, proposition de loi, avec les gens de vos associations, le jour où vous aurez peut-être été autant confrontés à ces problématiques, peut-être que nous pourrons apporter des réponses en commun. C'est ce que m'inspire en fait vos réponses. Ma grande satisfaction aujourd'hui, c'est de voir que l'origine des réflexions, qui sont le fait de privilégier la mère biologique dans l'attribution des droits de garde, est quelque chose auquel vous êtes aussi confrontés. Et je pense que peut-être en empilant philosophiquement sur ce point, nous pourrons arriver à l'avenir, au lieu de nous écharper à l'Assemblée sur telle ou telle proposition, peut-être que nous pourrons un jour en proposer communément. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que pour l'instant, outre le fait que je pense que quand même il y a une avancée nette et que la mère biologique n'est pas systématiquement privilégiée à l'heure actuelle, en dehors de ça, ce que je vous dirais, c'est que pour nous, la priorité, elle est pas là.
parce qu'on n'en est pas à une équivalence en droit. Vous avez, vous, des problématiques qui sont celles qu'elles sont parce que vous avez des droits parentaux. Parfois des difficultés à les faire valoir, mais les droits existent. Vous êtes reconnu comme parent. À partir du moment où vous avez un enfant, vous l'avez reconnu à sa naissance, globalement, où ça a été fait par présomption de paternité, mais cet enfant est reconnu comme le vôtre depuis l'instant où il a ouvert les yeux. Nous, on n'en est pas à un système où on peut se baser sur cette existence reconnue du lien de filiation. On en est encore à devoir batailler pour pouvoir faire reconnaître le fait qu'on est parent. Je comprends et je suis avec vous sur ce point-là, parce que nous sommes sur la défense des droits parentaux, on ne discute pas leur droit parental, on en est pour sa défense, mais c'est aussi peut-être pour cela que la réflexion sur ces problématiques est peut-être moins aboutie parce que vous y êtes moins confrontés encore, mais nous avons la certitude que, vu la façon dont les choses évoluent, vous allez y venir, vous vivrez les mêmes choses que nous parce que vous allez avoir 2 parents homoparentaux qui auront des droits parentaux et qui vont aller se crêper le chignon devant le juge. Il faudra bien trouver une manière, tous ensemble, de protéger les enfants, vous voyez, on va y arriver. Je pense que dans les années qui viennent, nous, pour l'instant, on en est à faire en sorte d'avoir une solution pour que les parents sociaux puissent justement faire valoir et le droit de demander à un juge de faire respecter leurs droits parentaux. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas dès la naissance de nos enfants. C'est quelque chose qu'on en est à réclamer. On est fait faire des procédures judiciaires pour simplement être reconnu comme faisant partie de la vie de nos enfants. Ouais, je vous entends. C'est pas quelque chose qui nous arrive spontanément à la naissance de notre enfant. On devient parent en tant que personne, mais légalement, c'est pas le cas. Oui, mais ça va venir. Donc c'est une question d'années, et vous verrez que ce sera automatisé, cette chose-là. Mais je le souhaite. Ça sera. Mais par contre, pour ce qui est des conflits parentaux, évidemment que ça existe déjà. Évidemment que ça existera toujours, parce que des séparations qui se passent mal, ça continuera à exister. Mais simplement, le fait d'avoir déjà un droit qui vous reconnaît en tant que parent, c'est déjà quelque chose qui vous permet de demander à faire valoir vos droits. Eh ben écoutez, voilà, c'était la raison pour laquelle je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Mon grand rêve est qu'un jour, nos droits parentaux à tous soient établis et que nous puissions travailler ensemble à la défense de ces droits et non plus nous opposer dans nos tentatives, parfois maladroites, mais que nous essayons, nous, de mettre en place. C'est une espérance pour l'avenir. Je pense que dans ce que vous nous avez dit aujourd'hui, en tout cas chez vous, il y a les graines et je vous remercie d'avoir accepté d'en parler avec nous. Avec plaisir. Merci. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'était donc Héloïne Thévenet-Fouillou, vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, que vous trouvez sur internet, enfants-arc-en-ciel.org, qui est un collectif de plusieurs associations. On y trouve le Gyrophare, Adéos, GLAC 45, il y a un certain nombre, ils sont assez connus, et qui se placent sur la défense des droits parentaux des couples homoparentaux. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, suite à cet entretien, nous avons continué par téléphone durant un bon moment. Et finalement, à un moment donné, j'ai dit, attendez, celle-là, vous allez me la répéter. Et j'ai enregistré une dernière déclaration qui me paraissait vraiment intéressante. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on va dans une direction où on se préoccupe de dire que un parent qui se considère comme un parent, qui joue son rôle de parent, qui tient une place de parent vis-à-vis de son enfant, est un parent indépendamment de son genre et de son orientation sexuelle, on va dans la direction de l'égalité et c'est pour le bien de tout le monde. C'est une société plus égalitaire, c'est favorable à tout le monde. Donc vous êtes vous aussi sur une ligne d'égalité homme-femme et de respect de l'article 1 de la Constitution. Mais on est sur évidemment sur une égalité entre les êtres humains. Et c'est quand même une discrimination qu'on vit de façon suffisamment répétée pour bien être conscient de l'importance d'être considéré comme égal et avoir les mêmes droits que les autres. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment la question du droit qui nous fait défaut parce qu'on n'est pas considéré comme des parents à part entière. On n'est pas légalement considéré comme des parents à part entière dans nos schémas familiaux, dans nos démarches familiales. C'était donc le numéro 12 de JAF Ta Mère, l'émission de l'association Équité Parentale Papa Moderne. Papa Moderne, on va en reparler un petit peu, ce sont les pères d'aujourd'hui, de la modernité, c'est-à-dire en fait tous les pères. C'est une demande d'équité qui vient de par la voix des pères, on ne demande absolument aucune supériorité, aucun avantage de quoi que ce soit. Nous avons la certitude qu'à terme, nos intérêts se rejoindront et qu'il sera peut-être temps
un jour ou l'autre, de faire une union sacrée pour avancer sur les problématiques de séparation conflictuelle avec enfants, tous ensemble, en dehors de toute discrimination, dans un monde harmonisé sur nos problématiques. Ciao, ciao.